Le drama commence avec un minuscule bébé qui se bat pour sa première bouffée d'air. Il est né avec 3 mois d'avance. Il était si fragile que les infirmières murmuraient qu'il ne vivrait peut-être pas jusqu'au matin. Ses parents couraient d'hôpital en hôpital, suppliant pour avoir de l'aide, cherchant n'importe quel miracle qui pourrait garder leur fils en vie. À la fin, le père a pris une décision folle. Il a vendu l'appartement de la famille pour payer un sorcier afin qu'il réalise un ancien rituel. Ils ont perdu la maison, ont fini dans une petite chambre louée et ont dû repartir de zéro. Pourtant, chaque fois que le père se souvient de ce jour-là, ses yeux se remplissent de larmes et il sourit. Parce que, contre toute attente, cet enfant, Yoon-min, a survécu. Mais grandir avec une vie prêtée à laisser des traces. Enfant, Yoon-min s'est toujours senti fragile, comme s'il pouvait se briser au moindre souffle. Il se voyait lent, maladroit, le plus banal du monde. Il était timide, restait en retrait, souriait pour faire semblant, mais souvent il se sentait à côté de la plaque. Tout a changé lorsqu'il a rencontré 3 garçons aussi bizarres et perdus que lui. Ce jour-là sont nés les 4 mousquetaires, inséparables, collés en permanence, transformant leur complexe en blague et rivalisant pour voir qui était le plus idiot du groupe. Avec les années, ce quatuor est devenu un mélange de chaos et de tendresse. Tatrung, l'enfant en or, toujours premier de l'école. Il rêvait en grand, il voulait devenir président. Mais pour un génie, il était dramatiquement excessif. S'il perdait un point à un examen, il agissait comme si le pays allait à la ruine. Et, contrairement aux petits intellos classiques, il savait se battre, alors personne n'osait l'embêter. Bok détestait étudier avec une passion qui aurait presque dû être sport olympique. Il avait développé la capacité de dormir les yeux ouverts et appelait ça entrer en nirvana. Sa mère était nonne et voulait qu'il suive la tradition bouddhiste de la famille. Lui, en revanche, ne voulait qu'une bonne sieste et 0 responsabilité spirituelle. Yoon-min se voyait comme le gars lambda du petit village. Il ne se démarquait en rien, ni en sport, ni en études, et il ne se trouvait pas particulièrement beau. Mais le monde n'était pas d'accord. Les filles, les ajumas du marché et même les petits-enfants l'adoraient. Ils le trouvaient attendrissant, drôle, chaleureux. Lui pensait que tout venait de son sourire un peu idiot. En secret, il avait un rêve bien précis, devenir un jour un digi légendaire. Enfin, il y avait Do-chin, le géant au grand cœur. Son grand rêve était de devenir star de basket, mais une blessure a ruiné cet objectif. Et, selon lui a aussi dévissé un boulon dans la tête. Il passait son temps à se plaindre que ses parents ne le laissaient pas adopter Bee, une vache de taille réelle qu'il considérait comme l'animal de compagnie idéal. Un jour, Yoon-min a emmené les 3 sur le toit où il s'entraînait pour devenir DJ. C'était son studio, de vieilles enceintes, du matériel prêté et beaucoup d'envie. Pendant que Bok errait l'air endormi et que Tatrung inspectait tout avec curiosité, quelque chose a fait tilt dans la tête de Do-chin. Depuis petit, il disait qu'il avait l'oreille absolue pour fantaisie, mais sa foi en lui-même était si grande que ça en devenait drôle. Ce jour-là, il a décidé, il suivrait Yoon-min et deviendrait lui aussi artiste. Quand il l'a annoncé à la maison, ses parents l'ont mis dehors à coups de balai en moins de 5 minutes. Il a passé un mois à dormir sur la terrasse de la maison de Tatrung jusqu'à ce que, épuisé, ses parents acceptent sa décision. C'est là que son chemin dans la musique a officiellement commencé. Depuis, lui et Yoon-min rêvaient de jouer ensemble dans de grands festivals d'IDM, devant des milliers de personnes. La réalité, pourtant, était plus modeste. Leur grand scène restait le toit de la maison. Malgré tout, chaque nuit, entre câbles emmêlés et éclats de rire, leurs rêves semblaient réels. Juste au moment où tout paraissait rouler, la vie a changé leurs plans. La famille de Yoon-min a annoncé qu'elle allait déménager en Nouvelle-Zélande. Après l'obtention du diplôme, chacun prendrait sa route et le groupe se séparerait. Ils n'avaient jamais fait de vrai voyage ensemble, même pas une excursion scolaire décente, et il semblait que cette occasion ne viendrait jamais. L'école a organisé une sortie, mais 2 jours avant, tout est parti en vrille. Yoon-min a été agressé par un gang. Alors qu'il était sur le point de céder, Tatrung est apparu tel un ouragan, affrontant seul le groupe. Yoon-min a réussi à attraper l'un des voyous pour l'aider. Do-chin et Bok sont arrivés en courant, et, en plein chaos, ont fini par frapper le pauvre Tatrung par erreur. L'école, voyant le désastre, a puni les 4, pas de sortie. Ce soir-là, assis ensemble, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas rester sur leur faim. Ils feraient leur propre voyage, un voyage vraiment à eux. Ils iraient en Thaïlande, là où se produisaient leurs idoles et où vibrait le monde de la musique qu'ils aimaient tant. Le problème restait le même.
Ils étaient plus fauchés que jamais et aucun parent n'allait laisser 4 adolescents partir seuls dans un autre pays. Quand tout paraissait impossible, Tatrung s'est planté devant eux et a dit que ce serait son dernier cadeau en tant que leader du groupe. Il a assuré qu'en ne dormant que 3 heures par jour et en étudiant comme un fou, il pourrait entrer dans la meilleure université. Et il y est parvenu. Il a obtenu le score parfait à l'examen. Do-chin insistait sur le fait qu'il avait dû cocher au hasard, mais Tatrung souriait avec fierté, bien décidé à prouver que l'idiot du groupe pouvait briller. Ses parents étaient tellement heureux qu'ils ont organisé une énorme fête, invité tout le quartier, et le père a annoncé qu'ils avaient sacrifié une vache entière pour célébrer. En entendant ça, Do-chin a pleuré en silence pour sa chère Bi. Au milieu de la fête, le père a promis à Tatrung une récompense. Il n'a pas hésité. Il a demandé un voyage en Thaïlande avec ses amis. Le père est resté pensif. 4 garçons seuls dans un autre pays ne lui inspiraient pas confiance. Peut-être la prochaine fois, a-t-il dit. Ces 4 mots ont sonné comme une sentence. La prochaine fois. Exactement ce qu'il craignait le plus. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, mais soudain leurs yeux à tous se sont remplis de larmes. Ils ne pensaient pas aux universités ni aux emplois, mais à la fin d'une étape. C'était peut-être la dernière fois qu'ils seraient ensemble comme ça, 4 gamins collés toute la journée. Ils se sont serrés dans les bras et ont pleuré comme s'ils voulaient arrêter le temps. Alors, le miracle inattendu s'est produit. La mère de Yoonmin a fait un pas en avant et, la voix tremblante, a dit qu'elle paierait le voyage. Elle les a remerciés d'être les amis qui avaient protégé et rendu heureux son fils, l'enfant que tous avaient un jour cru condamné. C'était sa façon de rendre la bénédiction. Les garçons ont crié, sauté, couru dans la maison comme si on leur avait offert le monde dans une petite boîte. Le jour tant attendu est arrivé. Les 4 sont montés dans le bus en direction de l'aéroport, en riant, en rêvant. Yoonmin a même dit qu'en 10 ans, quand il serait un digi-célèbre en tournée dans le monde entier, il les emmènerait comme invités VIP à tous ses concerts. L'avenir paraissait immense et lumineux. Mais la vie respecte rarement le scénario. Sur l'autoroute, le bus s'est arrêté à une aire près d'une forêt. Brusquement, Bok s'est tenu le ventre et a couru aux toilettes. Les minutes ont passé, et quand il est revenu, le bus n'était plus là. Avec lui étaient partis leurs valises, leurs billets, leur voyage. La seule chose qui leur est restée, c'est cette phrase qui commençait à les hanter. La prochaine fois. Avant que cette prochaine fois n'arrive, la famille de Yoonmin s'était déjà installée à l'étranger. 10 ans ont passé. Le groupe parfait s'est peu à peu effiloché. Tatrung est devenu secrétaire d'un homme politique, membre de l'Assemblée nationale. Sa vie n'était que stress, discours, événements, agenda. Son patron allait même jusqu'à faire des grèves de la faim pour gagner la compassion du public. Mais l'équipe lui passait des barres énergétiques en cachette. Tatrung, qui gardait encore un peu d'idéalisme, a jeté une de ses barres à la poubelle devant lui. « Ne faites pas ça. C'est une insulte à la fonction. Si vous allez jouer un rôle, faites-le bien. » L'homme a feint l'indignation, mais quelques secondes plus tard, il ne pouvait pas quitter des yeux la barre qui dépassait de la corbeille. Bok était devenu tatoueur dans le temple où servait sa mère. Elle rêvait toujours de le voir devenir un vrai moine, mais lui n'était pas encore prêt à renoncer à ses désirs humains. Il vivait entre le bruit des machines à tatouer et les prières du temple, coincé entre 2 mondes. Do-chin, le cœur le plus enfantin du groupe, n'a pas eu autant de chance. Il avait traversé une grosse crise. Les médecins disaient qu'il allait mieux, mais ses amis voyaient que sa mémoire lui filait entre les doigts et que son humeur passait d'un extrême à l'autre. Malgré tout, le docteur a décidé de le laisser sortir, en misant sur les comprimés et le repos. Tatrung, déterminé, a décidé que le jour de sa sortie serait l'occasion d'une réunion pour fêter ça. Ce matin-là, à la télévision, une nouvelle a remué quelque chose de très profond en eux. Digistar, l'idole de Yoonmin et de Do-chin, ferait sa dernière tournée en Thaïlande avant de prendre sa retraite. Cette annonce a été comme ouvrir une boîte de souvenirs scellés depuis 10 ans. Comme il l'avait promis, Tatrung a retrouvé Do-chin dans le vieux restaurant de barbecue où ils allaient toujours. Do-chin, surexcité, a voulu appeler aussitôt Yoonmin, mais Tatrung l'a arrêté. En Nouvelle-Zélande il faisait nuit, il devait sûrement dormir. Pendant qu'il mangeait, quelqu'un est entré dans le restaurant. Un chauve en tunique, c'était Bok, devenu officiellement moine novice. Sa mère lui avait rasé la tête et lui faisait pratiquer la vie religieuse à plein temps. Malgré tout, le moine s'est assis avec eux dans ce restaurant enfumé et a commandé à manger comme si de rien n'était. « Je n'ai pas encore transcendé mes envies », a-t-il dit calmement en savourant la viande. Un peu plus tard,
Une fille au regard vif est arrivée, Snaille. Elle était amoureuse de Tatrung depuis le lycée. Des années plus tôt, des voyous l'avaient encerclé et il était apparu, sans se battre, seulement avec un avertissement doux. Ils s'étaient enfuis comme s'ils avaient vu la police. Avant de partir, il lui avait dit « S'il t'ennuie encore, dis-leur que tu es ma copine ». Cette phrase s'était gravée dans son âme. Depuis, elle le poursuivait, allait chez lui, rendait des services, demandait des encas. La mère de Tatrung avait fini par l'appeler « ma belle-fille ». Même s'il l'avait éloignée pour se concentrer sur ses études, elle ne l'avait jamais lâché du cœur. Maintenant, elle était là, assise à ses côtés à nouveau, obstinément lumineuse. Il n'a pu que soupirer et lui lancer une phrase cruelle mais typique de lui, qu'elle avait les capacités, mais pas le destin. Puis il s'est tourné vers Do-chin et lui a demandé ce qu'il désirait du fond de l'âme. Do-chin n'a pas hésité. « Je veux aller en Thaïlande pour finir le voyage qu'on n'a jamais fait. » Tatrung l'a coupé net. Avec l'état mental de Do-chin, un voyage pareil était bien trop dangereux. Do-chin a insisté, supplié, mais la réponse est restée non. Cette nuit-là, il a encore essayé d'appeler Yoon-min, et encore une fois il a reçu la même excuse. Il était occupé. Pour la première fois, la voix de Do-chin s'est éteinte. Ses souvenirs l'ont ramené au temps où on l'avait mis à la porte de chez lui, quand il dormait sur la terrasse de Tatrung. Et il s'est souvenu d'un détail important. Il n'avait jamais été vraiment seul. Parce que, à cette époque-là, chaque après-midi, les quatre se retrouvaient sur cette terrasse. Ils montaient avec leur sac à dos rempli de problèmes, mais en grimpant les marches, ils les laissaient en bas. Bok arrivait en sentant l'encens, avec les vêtements du temple. Tatrung se présentait avec des piles de livres jusqu'au cou. Yoon-min faisait des bêtises si énormes que personne ne pouvait rester triste. Entre rires, disputes et confidences, ils avaient transformé le toit en leur refuge le plus heureux. Un jour, des années plus tard, Tatrung est rentré épuisé du travail, presque endormi de fatigue, et a trouvé le moine Bok affalé sur son canapé comme s'il était chez lui. Quelques secondes après, il a vu sortir Do-chin de la salle de bain. Ils n'avaient pas demandé la permission, mais leur intention était claire. Ils avaient besoin de parler. Tous les trois se sont assis pour se rappeler leur jeunesse, le voyage qui n'avait jamais eu lieu, la douleur que chacun portait en lui. La voix brisée, Do-chin a avoué qu'il se sentait mieux dans sa tête et qu'il voulait, ne serait-ce qu'une fois, faire ce voyage avec ses amis. Maintenant que je peux, est-ce qu'on ne peut pas y aller, au moins quelques jours, a-t-il demandé presque en chuchotant. Au début, il y a eu un silence. Puis, dans un long soupir, Tatrung a dit oui. Bok a applaudi. Alors on fait comme avant, redevenons les plus grands idiots de Corée. Le lendemain, le chaos a commencé. Tatrung est allé au bureau de son patron, juste avant un événement important du parti, et lui a demandé des jours de congé. L'homme a failli s'évanouir. Tatrung, sérieux, lui a dit « Si je ne peux pas tenir une promesse faite à mon meilleur ami, comment je vais tenir mes promesses au peuple ?» Le patron l'a regardé comme si c'était un extraterrestre, mais a fini par accepter. Il a même essayé de lui donner de l'argent pour le voyage. En ouvrant le portefeuille, un emballage de barres énergétiques est tombé. Il l'a rangé avec culpabilité comme s'il s'agissait d'une preuve compromettante. Au temple, la mère de Bok a failli s'évanouir quand il a demandé la permission de voyager. Comme il n'arrivait pas à la convaincre, il a sorti le grand jeu. « Si tu ne me laisses pas partir, je vais devenir chrétien. » Jésus me sauve. Alléluia. La dame est restée figée, comme une statue. Ça a suffi pour qu'elle cède. Le jour du départ, Tatrung est arrivé le premier à l'aéroport. Peu après, Bok est apparu avec sa tunique de moine, marchant comme s'il partait en mission spirituelle. « C'est quoi, ça? Tu comptes entrer au temple Shaolin ?» lui a demandé Tatrung. « Tranquille, » a dit Bok. « Je suis parti avant que mon maître n'interdise de voyager. Fuir n'est pas dans les Écritures. » Peu après, Do-chin est arrivé en traînant plusieurs valises. À l'intérieur, il transportait tous les vêtements de Yoon-min, et un mannequin grandeur nature habillé comme lui. Tatrung a failli tourner de l'œil. « Tu t'es déjà remis aux herbes bizarres, » a-t-il murmuré. Mais finalement il l'a laissé faire. Le mannequin voyagerait avec eux, comme si le quatrième ami ne les avait jamais quittés. D'une manière ou d'une autre, les trois ont réussi à monter dans l'avion. Le faux Yoon-min est allé en soute. Bok est entré en nirvana. Tatrung priait pour qu'on ne les expulse pas du vol et Do-chin rêvait éveillé au festival. Quand Tatrung est allé aux toilettes, il a entendu une voix familière. Snaille était là, fier. « Comment tu croyais que j'allais laisser mon gars partir seul à l'étranger? »
Je suis venu te protéger. Peut-être que tu mourras plus vite, mais au moins tu mourras sûr avec moi, a-t-elle dit avec sa logique particulière. En atterrissant en Thaïlande, la chaleur humide leur a frappé le visage et tout s'est soudainement senti nouveau et excitant. À la sortie, Tatrung a vu un portefeuille tomber du sac d'une femme. Il l'a ramassé et a couru le lui rendre. Elle, reconnaissante, lui a tendu son numéro de téléphone écrit sur un papier. Avant qu'il puisse le ranger, Snai le lui a arraché de la main et l'a mangé comme si c'était un snack. Leur chauffeur les attendait, un Coréen robuste, tellement particulier qu'ils l'ont surnommé Pixie, comme le personnage de la mythologie. Il les a fait monter dans une voiture décapotable très voyante. Ils se sont crus stars, jusqu'à ce que Pixie emboutisse un autre véhicule. Tatrung a essayé de calmer le jeu, mais le vieil homme dans l'autre voiture lui a mis une gifle si violente qu'il est resté sous le choc. La police est arrivée et ils ont découvert que la voiture était volée. Pixie, pris de panique, a sauté directement dans la mer pour s'enfuir. Les garçons ont été arrêtés comme s'ils formaient un gang international. Quand ils ont attrapé Pixie, il a rejeté toute la faute sur eux en disant qu'ils avaient enlevé sa famille et l'avaient obligé à voler. Le policier l'a cru, les sermonnant comme s'ils étaient de dangereux criminels. Heureusement, l'ambassade de Corée est intervenue et les a fait sortir de prison le lendemain. Lorsqu'ils sont enfin arrivés à l'hôtel, ils sont entrés tout excités dans leur chambre, imaginant une vue spectaculaire sur la mer. Do-chin a couru pour ouvrir les rideaux et s'est retrouvé face à un gigantesque mur de béton collé à la fenêtre. La chambre la moins chère de l'immeuble. Pour couronner le tout, on avait envoyé Snai dans une chambre bien meilleure. Malgré tout, ils ont refusé de se laisser gâcher le voyage. Ils sont allés directement à la plage. Sable doux, mer bleue, touristes partout. Bok portait toujours sa tunique et tout le monde s'inclinait en le voyant, comme s'il fallait lui offrir quelque chose. Quand on l'a obligé à l'enlever, il portait en dessous un t-shirt avec un énorme Bouddha imprimé. Entre blagues et courses, ils se sont mis à s'éclabousser. Bok, voulant arroser Snai, a fini par tremper un étranger bien costaud. Le type l'a fixé, confus, et Bok n'a pu que s'incliner en signe d'excuse. Plus tard, ils sont entrés dans un petit bar au bord de la plage, tenu par une femme coréenne appelée Sylvia. Elle les a accueillis avec un sourire calme tandis que Snai froncissait les sourcils en voyant comment Tatrung lui rendait son sourire avec un peu trop de douceur. Do-chin s'est assis avec le mannequin de Yoon-min à côté de lui, en le surveillant comme s'il était réel. Même le moine s'est mis à lancer des compliments à Sylvia. Snai, jalouse et avec l'imagination en ébullition, a murmuré que Sylvia faisait sûrement partie d'un réseau criminel et que l'homme qui écrasait les moustiques à ses côtés était un tueur engagé. Personne ne l'a prise au sérieux. Ce soir-là, Sylvia les a invités à son club. Snai ne voulait pas y aller, mais à la nuit tombée, elle était déjà apprêtée, brillante, toute excitée. Elle est allée les chercher et les a trouvés ronflant de façon dramatique sur le lit. Blessée et fâchée, elle est sortie de la chambre. Dès qu'elle est partie, les trois se sont levés comme si de rien n'était, ont mis leurs plus beaux vêtements, se sont aspergés de parfum et ont couru au club, laissant le faux Yoon-min à l'hôtel. Le club était un autre monde, lumière, fumée, musique qui faisait vibrer la poitrine. Ils ont dansé, bu, crié, se sont perdus dans la nuit. Do-chin, surexcité, est monté dans la cabine du DJ et a fait semblant d'être la star du show, agitant les bras comme un fou. Le personnel du club a failli faire une crise. Tatrung et Bok ont couru pour le tirer de là de force. Dehors, Do-chin a commencé à répéter « la terrasse », les yeux perdus. Quelque chose n'allait pas. Tatrung est reparti en trombe vers l'hôtel pour chercher les médicaments de son ami. Il a trouvé Snai seul, dans l'obscurité, en train de regarder dans le vide. « Vous vous êtes bien amusé ?» a-t-elle demandé avec un sourire triste. Il est resté sans voix. Sans crier ni faire de scène, elle a simplement dit « Tant que tu reviens vivant, ça me suffit ». Cette phrase l'a frappé plus fort que n'importe quel reproche. Il a senti sa gorge se serrer, mais il savait que Do-chin avait besoin de lui. Il est reparti en courant vers le club. À son arrivée, une foule entourait le moine. Les gens le filmaient et se moquaient. Tatrung a explosé. Il a attrapé une chaise et l'a brandie comme une arme, dispersant les curieux. Juste à ce moment-là, la police est arrivée. Il a essayé d'expliquer qu'il apportait seulement des médicaments, mais les agents se sont crispés, croyant qu'il allait sortir quelque chose de dangereux. Soudain, Snai est arrivé en courant vers eux et a reçu de plein fouet une décharge de taser. Elle s'est effondrée au sol. Ils ont tous fini en cellule, encore une fois,
avec Pixie qui riait depuis la sienne. L'ambassade de Corée a dû venir les tirer de là une nouvelle fois. L'officier qui les a aidés les a réprimandés en souriant. « Il y a 10 heures, vous alliez bien. Si vous continuez comme ça, je vais devoir vous payer moi-même les billets de retour. » Le lendemain, il pleuvait sans discontinuer et personne ne pouvait sortir. Tatrung a remarqué que Snai avait le poignet éraflé à cause de la chute. Sans dire un mot, il lui a nettoyé la plaie et posé un bandage. Elle l'a regardé les yeux brillants et a plaisanté. « Je vais me blesser tous les jours pour que tu continues à prendre soin de moi. » Avant qu'il puisse répondre, son téléphone a sonné. C'était son patron, furieux. Les nouvelles du scandale en Thaïlande étaient devenues virales. On l'accusait de tout, de l'agitateur politique à l'idiot professionnel. Au téléphone, il l'a licencié. Pendant que Tatrung s'enfonçait en pensant à sa carrière détruite, Do Chin fêtait la montée de ses abonnés sur les réseaux grâce aux vidéos du voyage. Ce fut la goutte de trop. Tatrung lui a arraché le mannequin de Yoon Min et l'a averti d'arrêter. Do Chin a explosé. Il les a accusés, lui et Bok, d'avoir oublié leur ami, de l'avoir traité comme un serviteur au lycée et de l'ignorer maintenant qu'il est loin. Tatrung a serré les poings, mais a ravalé sa colère et est parti, suivi du moine. Cette nuit-là, Do Chin a fini seul sur la plage, appelant Tatrung à grands cris. Il n'avait pas pris ses médicaments, et son esprit se délitait en morceaux. Quand il a enfin vu son ami s'approcher, il s'est effondré et l'a enlacé en pleurant. « Je croyais que tu allais courir vers la mer et disparaître, » sanglotait-il. Tatrung l'a retenu, incapable de rester fâché. Ils redevenaient 3, même si, au fond, ils avaient toujours été 4. Le lendemain, le festival est enfin arrivé. C'était le célèbre Songkran, le festival de l'eau, et ce soir-là Digi Star allait jouer. Au milieu de la foule, la fille attirante qu'ils avaient vue auparavant les a reconnus et leur a fait signe. Puis le Digi lui-même est apparu et l'a présenté comme sa petite amie. Il les a remerciés de l'avoir aidé lors d'un incident précédent et, en signe de gratitude, leur a donné des passes VIP. Ce soir-là, l'endroit ressemblait à une autre planète. Lumière laser, jets d'eau dans tous les sens, musique qui explosait dans le ciel. Les garçons se sont regardés et, l'espace d'un instant, ils ont de nouveau eu 17 ans. En plein show, Digistar a vu Do Chin et l'a invité sur scène pour passer un morceau avec lui. Do Chin est monté en portant le faux Yoon Min. Ce moment était pour eux deux. Tatrung, Bok et Snai applaudissaient d'en bas, le cœur sur le point d'exploser. C'était un instant parfait. Et, comme tous les instants parfaits, il n'a pas duré. La chose suivante dont Tatrung se souvient, c'est qu'il s'est réveillé dans un endroit sombre et sale, les mains et les pieds attachés. À côté de lui se trouvaient Bok et Do Chin, eux aussi ligotés. Ils avaient été enlevés. L'endroit ressemblait à un abattoir d'organes. Le docteur a annoncé qu'il n'avait plus d'anesthésie et que, de toute façon, il allait commencer l'opération. Sa première pièce serait Do Chin. Au moment où le scalpel allait descendre, une équipe armée a fait irruption à coups de poing et d'explosions. Ils ont défoncé les portes, mis les gardes à terre et foncé dans le bloc opératoire. Le chirurgien a essayé de résister comme un fou, mais une grenade assourdissante a mis fin à son numéro. En plein chaos, ils ont libéré les garçons. Do Chin, paniqué, criait qu'il manquait Yoon Min, qu'il était encore coincé. Tatrung, épuisé, lui a dit la vérité. Il n'y avait aucun Yoon Min, seulement un coussin déguisé en lui. Comme il ne se calmait pas, il lui a donné une légère claque. « Il faut le laisser partir », a-t-il murmuré. Mais pour Do Chin, ce n'était pas si simple. Et là, la blessure qu'ils évitaient depuis 10 ans s'est ouverte. Après avoir raté le bus vers l'aéroport cette fameuse fois, le chauffeur était revenu. Ils étaient montés ravis, croyant que le destin leur donnait une seconde chance. Quelques minutes plus tard, le bus a eu un accident. Les passagers ont essayé de s'échapper. Tatrung a porté Bok. Do Chin a tenté de sortir Yoon Min, mais celui-ci avait la jambe fracturée. Il ne pouvait pas se relever. « Va d'abord, reviens me chercher », lui a-t-il dit en tendant la main. Do Chin, paralysé par la peur, a reculé et s'est mis à courir. Quelques secondes après, le bus a explosé. Yoon Min est mort là. Le poids de cet instant s'est transformé en pierre dans la poitrine de Do Chin. Son esprit, incapable de le supporter, a créé un Yoon Min imaginaire qui n'avait jamais péri. Il l'a emmené avec lui sous forme de mannequin, comme s'il avait encore la chance de s'occuper de lui. Devant l'entrepôt en flammes, Do Chin a couru à l'intérieur, décidé à sauver, au moins, l'image de son ami. Il a serré le mannequin dans ses bras comme s'il s'agissait du vrai Yoon Min et s'est excusé encore et encore.
Tatrung et Bock l'ont tiré dehors, mais ils savaient que, s'ils ne récupéraient pas aussi ce coussin déguisé, ils risquaient de se briser complètement. Tatrung est retourné dans la fumée et, contre toute attente, les 4 sont ressortis vivants, 3 hommes et un mannequin. L'un des sauveteurs a murmuré qu'en 20 ans de service, c'était la première fois qu'ils sauvaient un coussin. Sans le temps de se reposer, ils ont couru vers l'aéroport. Une fois de plus, ils sont arrivés en retard. L'avion était déjà sur le point de décoller. Tatrung, désespéré, a pleuré comme si on lui arrachait l'avenir. Puis la silhouette la plus inattendue est apparue sur la piste. Snai, courant devant l'avion, faisant de grands signes comme dans un film romantique. La sécurité l'a arrêté aussitôt, mais elle a quand même réussi à s'approcher de Tatrung. La voix tremblante, elle lui a dit qu'elle savait qu'elle n'était pas son type, qu'elle n'avait ni études ni rien de spécial, mais que, depuis qu'elle était rentrée dans lui, elle n'avait eu Dieu que pour lui. Elle a glissé une bague dans sa main et a annoncé « À partir d'aujourd'hui, on sort ensemble ». Tatrung est resté pétrifié pendant qu'on l'emmenait. Quand il a enfin réagi et crié son nom, elle s'est retournée comme si elle venait d'entendre le plus beau « je t'aime » du monde. Lui, paniqué, a enlevé la bague et a dit que non, que ce n'était pas bien, que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Mais certaines décisions se prennent sans demander la permission du cœur. De retour en Corée, le patron de Tatrung a remporté la direction du parti. Mais il était tellement faible à cause de sa grève de la faim qu'il ne pouvait même pas parler. Les journalistes ont réclamé une déclaration. Alors Tatrung a traduit « Je n'ai rien fait. Je dois tout à mon secrétaire, Tatrung. J'ai honte de voir à quel point il m'a fait paraître brillant. » Le politicien a failli s'évanouir pour de bon cette fois-ci. Un mois plus tard, grâce aux visites quotidiennes et aux supplications de Tatrung, Snai a été libérée. Elle est revenue, toutes ses émotions à fleur de peau, et a découvert que le moine portait sa bague. Elle a perdu les pédales et a failli le tuer à coups de poing, jusqu'à ce que Tatrung accourt, la retire et cette fois, la lui mette correctement. Ils sont enfin devenus un vrai couple, sans demi-mesure. Bock est retourné au temple pour poursuivre son chemin spirituel, à la grande joie de sa mère. Do-chin, plus stable, a commencé à travailler dans une agence de voyage, aidant ironiquement les autres à parcourir le monde. Un jour, tous les 3 sont allés ensemble sur la tombe de Yoon Minute. Le moine a essayé de pleurer, mais aucune larme n'est sortie. « Trop de temps est passé », a-t-il dit à voix basse. Il ne voudrait pas nous voir pleurer pour toujours. Le vent soufflait doucement, comme si quelqu'un leur caressait l'épaule depuis un autre endroit. Ainsi se termine l'histoire de 4 garçons qui se sont soutenus à travers la peur, les bêtises, la douleur et les rires. Leur premier voyage ensemble n'a pas été seulement des vacances en retard. Ça a été le chemin dont ils avaient besoin pour affronter la perte, se pardonner et continuer d'avancer. De ces 4 amis, l'un qui s'est caché dans le travail, un autre dans la religion, un autre dans sa propre folie et un qui est parti trop tôt. Les 3 qui sont restés ont appris, enfin, à marcher vers l'avenir sans lâcher les plus beaux souvenirs de leur ami maladroit et lumineux, qui souriait comme le soleil. Fin du drama.